club@entv.dz. Zakia Gawao, bonsoir. Bonsoir. Voilà donc qu'on se retrouve. Passion en tumulte, votre roman, je le rappelle, votre premier roman aux éditions Naït. Alors, avec vous, on va, dès les premières pages, à la rencontre de deux personnages. On a réellement l'impression, c'est une forme de huis clos entre votre personnage central, Nabil, qui est neurochirurgien, qui tombe fou amoureux, du moins au début. C'est l'impression que nous avons à la lecture des premières pages de votre roman, d'une certaine Amel qui est sa consoeur. Oui. Et donc l'amour faisant la passion, les brûler dans le regard et dans leur corps. Puis à un moment donné, Amel apprend qu'elle est atteinte d'un mal, elle a un cancer du sein. Et ainsi a démarré l'aventure, mais l'aventure dans la douleur. Dès le départ, dès la lecture de votre première page, on retrouve donc justement Amel sur un lit d'hôpital. Et elle écrit: Amel ouvre lentement les yeux, une chambre froide et impersonnelle, un réveil pénible, une douleur à la poitrine insupportable. Elle reconnaît difficilement les visages pensés sur son lit, des voix qui lui semblent parvenir d'ailleurs se bousculent dans sa tête. Une main moite lui serre tendrement le bras, elle croit reconnaître un geste familier, elle devine sa mère et esquisse un sourire. Dès le départ, c'est vrai, je vous le disais à l'instant, on a l'impression que votre personnage va succomber à cette douleur, la douleur du mal, mais la douleur de l'abandon. De l'abandon, celle de Nabil. Oui. Donc, vous avez écrit cet ouvrage dans des conditions assez particulières et assez douloureuses, parce que vous avez très souvent accompagné toutes ces femmes, qu'elles soient du centre, mais également de l'intérieur du pays, elles qui, pour certaines, qui n'étaient pas réellement conscientes de leur mal, alors que d'autres en étaient conscientes, mais se sont rattachées ou avaient une foi divine incroyable. C'est un hommage d'abord à toutes ces femmes-là qui souffrent continuellement, aujourd'hui encore, même si certaines nous ont quittés, à qui vous rendez hommage, dois-je le rappeler. Elles sont toutes décédées. Maintenant, elles sont toutes décédées. Oui. Elles sont toutes décédées. Au moment où je l'ai écrit, j'ai mis 5 ans pour l'écrire. 5 ans pour l'écrire, et je l'ai écrit en hommage à toutes les femmes que j'avais reçues quand j'étais à l'Authentique et qui souffraient justement du cancer du sein, et surtout elles ont souffert de l'abandon dès que le mari ou le fiancé était au courant qu'elle allait subir l'ablation de son sein. C'était l'abandon total. Il y avait même un fils qui m'avait dit un jour, il me l'avait dit à moi, parlant de sa mère. En parlant de sa mère. C'est encore plus terrible. C'était son fils. Il me dit, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant qu'on lui a enlevé son sein? Et comment dire, cette union sacrée, le mariage, vous êtes unis pour la vie, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Aujourd'hui, cette formule-là n'a absolument aucun sens dans cet ouvrage. En tout cas, pour toutes les femmes que j'ai accompagnées, cette formule n'a aucun sens. À partir du moment où le mari, ou je vous dis le fiancé, sait que sa femme ou sa fiancée va faire l'objet d'une ablation, il la quitte instantanément. Et là, c'était un neurochirurgien et une neurochirurgienne. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est un médecin. Et dès qu'il a su qu'elle allait, il n'a même pas été à la voir à l'hôpital. Alors, elle était dans une triple souffrance, votre personnage. Elle était dans la souffrance physique, mais également dans la souffrance émotionnelle. Parce qu'il a bouleversé sa vie, ce garçon, quand il lui a dit qu'il l'aimait, et elle également. Mais au début, ils s'aimaient, ils se sont aimés, ils se sont aimés. En tout cas, ils ne vécurent pas heureux et n'eurent jamais d'enfants. Au sein du service, de l'allée de l'hôpital, ils se sont affichés partout. Ils étaient amoureux l'un de l'autre, ils allaient à la plage, et elle était sûre que c'était l'homme de sa vie. Et pourtant. Et quand elle a subi l'ablation de son sein, elle n'attendait, sur son lit d'hôpital, elle n'attendait que lui. Au 5e soir, alors qu'Amel a complètement perdu l'espoir de voir apparaître Nabil, son téléphone sonne. Elle jette un regard indifférent à l'écran lumineux, puis son cœur se met à battre très fort. « Nabil » lit-elle. Elle appuie précipitamment sur la touche en vert.
Allô, Nabil? En famille, où es-tu donc passé? Amel n'entend aucune voix. Elle repose une deuxième fois sa question. Mais où étais-tu? Il ne t'est rien arrivé de grave, j'espère. Amel ne se rend même pas compte de son ridicule, d'une voix rauque qu'elle ne lui connaissait pas auparavant. Nabil balbutie. Je suis désolé, Amel, mais je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Demande-t-elle avec anxiété. Je ne peux pas rester avec toi. Voilà, exactement. J'ai la chair de poule quand vous étiez en train de, vous étiez en train de le lire, j'avais eu la chair de poule. Et là, je mais là, le monde s'écroule devant cette femme, belle comme le jour, instruite, toute la vie s'ouvrait devant elle. Et lui aussi, médecin, neurochirurgien. Donc ce n'est pas n'importe qui, c'est pas un pauvre bougre qui n'a jamais été à l'école. C'est un neurochirurgien et il lui dit: je ne peux pas rester avec toi, je ne peux pas accepter le fait que tu sois sans ton sein. Donc ce sont des histoires vraies. Oh, oui, vous l'avez vécu. Elle a accompagné toutes ces... J'ai accompagné toutes ces femmes-là. C'est horrible. Donc je le disais, il y a l'épreuve physique, il y a l'épreuve émotionnelle, il y a cette violence terrible de l'abandon. Toutes les femmes que vous avez connues, que vous avez accompagnées, ont été abandonnées au service, souvent de l'hôpital Mustapha, pour ne pas le citer, au service... Et puis d'autres, bien sûr, le CPMC, le service Centre Pierre et Marie Curie. Il y en avait qui venaient de Constantine, il y avait de tous les pays. Il y en avait une de Naama, ils ne sont même pas venus la chercher. Quand ils ont su, son mari et ses enfants, dès qu'ils ont su qu'elle a fait l'objet de l'ablation de son sein, ils ne sont même pas venus la récupérer de l'hôpital. Oui, mais tabou dans la famille et dans la société. Surtout dans l'entourage. Oui, mais à un moment donné, vous parlez de ce neurochirurgien, donc instruit, éduqué, beau, toute la vie devant lui. À un moment donné, on apprend dans la lecture de votre ouvrage, je le rappelle, Passion en tumulte, c'est le roman pour lequel nous avons eu un coup de cœur que nous voulions partager avec vous. N'oubliez pas, question réaction cultureclub@20tv.dz. Vous dites à un moment donné que les femmes qui viennent de l'intérieur du pays, illettrées, analphabètes, souffraient un peu moins parce que parfois inconscientes de leur mal. Exactement. Quand on ignore la chose, on en souffre moins. Donc la plupart, elles ne savaient pas ce qui leur arrivait. Elles savaient que c'était un mal. On l'appelle en arabe le mard al-khabith. Mais c'est tout. Mais elle n'était pas consciente de tout ce qui, de toutes les conséquences. Elles étaient presque dans une forme de sérénité. Exactement. Et puis parce qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Ou elle ne comprenait pas. Je vous dis, l'ignorance fait moins souffrir. Et puis le fait qu'elles étaient croyantes, il faut voir. Il y avait une foi en Dieu terrible. La foi en Dieu leur faisait accepter tout. Tout. Celle de Naama, quand je lui ai dit, voilà, personne n'est venu, elle me disait, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Donc, madame, l'université ne libère pas l'esprit. Ça dépend des personnes, Moi, ce bonhomme, je le compare à quelqu'un qui va acheter un objet, une table avec un pied cassé comme ça, il la refuse. Donc, et le pire, c'est qu'il a dit, quand la meilleure amie de ML a été le voir, elle lui dit, mais tu peux pas lui faire ça, au moins va la voir à l'hôpital, au moins pendant qu'elle est malade, et après tu verras. Il lui a dit non, il lui a dit, tu sais, quand je passe dans les allées de l'hôpital, j'ai l'impression que les gens me voient moi sans mon sein. C'est moi, oui, je vous assure, j'ai l'impression que c'est moi qui n'ai pas de sein. Et d'ailleurs, il a demandé sa mutation dans un autre hôpital. Alors, juste pour ne plus... à mon défunt père, à qui je voudrais parler, à ma défunte mère, à qui que je voudrais écouter, à Horia de Bajavah, à Baliza de Sétif, à toutes les victimes du cancer du sein, vous avez offert, donc vous avez dédié cet ouvrage, je le rappelle encore une fois, Passion en tumulte. Amel, toujours et encore, en l'écoutant, cohabite avec elle. C'est presque 300 et quelques pages de questionnement, de doute, de souffrance, ou parfois même l'espoir se dessine, après il s'éteint. À un moment donné, vous écrivez, Amel s'est mûrie dans son chagrin pendant plusieurs semaines. Le teint gris et l'œil en berne, elle est devenue une véritable image de désolation. L'infirmière du service de neurochirurgie lui rend visite par un samedi après-midi ensoleillé. Dès qu'elle l'aperçoit, elle pousse un cri d'horreur. Docteur Zini, comment vous êtes-vous laissé aller à ce point? Mais à un moment donné, parce qu'on ne raconte pas tout dans l'ouvrage, à un moment donné,
l'amour revient, donc justement, dans la vie de Amel. Mais Amel, à un moment donné, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi, elle était prisonnière de cet amour pour Nabil. Oui. Elle ne pouvait pas l'oublier, impossible. Il habitait son corps et son esprit. Exactement. Parce qu'elle a tellement aimé, ils ont partagé tellement de choses à la folie ensemble. Presque. Hein. Oui, oui, ils ont partagé tellement de choses ensemble que même quand elle a rencontré le deuxième homme qui était amoureux fou d'elle et qu'il a accepté sans son sein, il l'a accepté avec toute... il lui a dit « je suis au courant de tout, je t'accepte tel qu'il est ». Elle est partie avec lui, mais à un certain moment, elle passait toutes ses nuits à pleurer Nabil, et à la fin il en a eu marre, il lui disait j'en ai marre de te voir pleurer chaque soir pour quelqu'un qui ne te mérite même pas. Mais attention, ça c'est, on est presque à la fin, hein. Oui. Attention, mais on ne raconte jamais la fin, jamais, jamais. Mais quel hommage également vous rendez à l'association des femmes atteintes de cancer, quand vous nous donnez à lire à la page 107, donc justement l'histoire de cette jeune femme sourde et muette, qui elle également s'est murée dans un silence après avoir été dans les années 90, donc pendant la décennie noire, était un objet sexuel pour cette horde de terroristes. Donc à un moment donné, son cousin qui lui a tout fait pour qu'elle soit hospitalisée, parle au médecin en lui disant elle n'est pas sourde, voilà ce qui lui est arrivé. Donc elle est dans une désolation terrible et ce mal, ce viol collectif dont elle a été victime, le mal en fin de compte s'est exprimé à travers un cancer. Un cancer. Oui. Et le pire, c'est que c'était son propre fiancé qui s'était embrigadé, il était devenu un terroriste, et c'est lui qui l'a fait séquestrer. Et quand ils étaient dans le maquis, il a ramené toute une horde de terroristes, et ils l'ont violée l'un après l'autre. Et à la suite de ça, elle est devenue muette. L'ombre d'elle-même presque. Elle était devenue... Et à l'hôpital, quand Amel a commencé à s'occuper d'elle, c'était presque un animal. Elle ne faisait que grogner, elle ne parlait pas. Et grâce à la gentillesse de Amel et tout, elle a fini par lui avouer ce qui lui était arrivé. Mais franchement, les hommes n'ont pas le beau rôle dans l'ouvrage, hein, tous comme ils sont. Oui, c'est... Tous. Hein. Parce qu'à un moment donné, Amel... Attendez, Amel, on va en parler à la fin. Hein. Alors, à un moment donné, votre personnage se pose la question, à savoir, et si lui, donc Nabil, était atteint d'un cancer, est-ce que je l'aurais quitté? Est-ce que toutes ces femmes auraient réellement quitté leur mari, leur fiancé, s'ils étaient atteints de cancer? Et vous dites, par exemple, à la page 220, la question ne lui était même pas venue à l'esprit. J'ai toujours soutenu les femmes dont les fiancés ou les petits amis tombent malades. J'ai cautionné l'attitude de ma cousine Zafira, qui reste auprès de son fiancé atteint depuis des années de sclérose en plaques. Et ma nièce, Yasmine, qui a découvert que son petit ami était séropositif. Ne l'ai-je pas accompagné dans sa souffrance jusqu'à la fin? Et mon amie Monira, dont le fiancé est myopathe, et d'autres encore. Cependant, je ne me suis jamais posé la question, et si c'était moi? J'ai toujours cautionné les attitudes nobles, le grand sacrifice de ces femmes-là, spontanément, sans trop y réfléchir. On ne peut jamais prévoir notre propre réaction lorsque nous sommes devant le fait accompli, ne cesse-t-elle de ruminer. Exactement, parce que toutes les femmes que j'ai accompagnées, quand elles avaient un mari, elles ne l'ont jamais abandonné. J'ai jamais eu de cas où une femme a abandonné son mari. Quand j'avais donné mon livre, mon histoire au professeur Bouzid pour me corriger tout ce qui est médical, il m'avait dit, Madame Mounier, pourquoi vous ne parlez que de ces femmes qui ont été abandonnées ou bien dont les maris ont été abjects? Je lui ai dit, c'est parce que je ne connais que ces femmes-là. Celles qui n'ont pas été abandonnées par leur mari ou celles qui n'ont pas été... je ne les connais pas. Oui. Et il m'a dit, est-ce que vous connaissez des femmes dont les maris ont eu des maladies et qui ne les ont pas abandonnées? Je lui ai dit oui, j'en ai plein. Alors là, il s'est tué, il m'a dit, bon, d'accord. Ce livre est un véritable exutoire, vous qui avez souvent été confronté à
à la souffrance et très souvent également à la mort. Vous aviez besoin de coucher cela sur papier. Le verbe ne vous a pas suffi? Non, 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 parce que de toute façon, c'est à leur demande aussi de plein de femmes. Houriya de Badjarrah, par exemple, elle m'avait dit, elle m'avait demandé, elle m'avait dit, Madame Mounia, j'espère que vous ne m'oublierez pas et j'espère que vous parlerez de moi. Je vais vous raconter juste une petite histoire. Elle était atteinte du cancer et elle avait fait, quand elle avait fait son ablation du sein, elle m'avait appelée, elle m'avait dit ça y est, je suis à la maison. Donc avec un groupe de femmes, on a été la voir et qu'est-ce qu'on a trouvé? Sa maison était dans un état lamentable et tout, et elle avait un mari qui l'a frappée. Il l'a frappée le premier jour où elle était sortie de l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'elle ne lui avait pas donné d'argent pour acheter ses cigarettes. Ah. Et j'avais dans mon équipe, il y avait un journaliste de la chaîne 3 justement, qui n'est plus là, un gros gaillard, un ancien boxeur. C'est pas la peine de me regarder comme ça. Il l'a pris comme ça par le col de sa chemise et il lui a dit, il a levé en haut, il lui a dit si tu refais encore ça, je t'écrase contre le mur. Alors. Et à partir de ce jour-là, Houriya, elle a connu un petit peu de répit. Oh Nabil, tu as réussi à me faire oublier tellement de choses. Réussiras-tu à me faire oublier cette ablation? J'ai tellement besoin de ton soutien. Je me sens diminué, je me sens bafoué dans ma féminité. Quel regard porteras-tu sur ma poitrine mutilée, disgraciée? Nabil la quitte, elle l'a terriblement souffert et on entend la voix de toutes ces femmes qui viennent de l'intérieur du pays à qui vous rendez hommage dans cet ouvrage de presque 300 quelques pages, Passion en tumulte. Et puis elle rencontre le fameux Kamel. Kamel qui était également tombé amoureux d'elle. Il l'avait rencontré lors d'une fête de mariage, je pense. Oui. Il lui avait dit qu'il était dès le premier regard tombé. Mais elle était dans une forme de prison émotionnelle parce qu'elle était encore une fois prisonnière de cet amour pour Nabil. Kamel, que dis-je? Amel et Kamel, parce qu'à la fin, on est réellement dans cette approche émotionnelle terrible et violente par la même occasion. Hein. Il a tout sacrifié pour elle, jusqu'à quitter l'Algérie. Oui, jusqu'à quitter l'Algérie à un moment donné, en lui laissant une longue lettre de déclaration d'amour, en lui disant « il m'a été impossible de vivre dans l'ombre, mais je n'ai jamais été jaloux de ce Nabil. C'était mon amour pour toi qui n'avait absolument aucune faille, mais je ne pouvais pas vivre avec un fantôme. » Et donc il la quitte à un moment donné. Est-ce qu'ils vont se retrouver? Va-t-elle connaître la sérénité et le bonheur? Eh bien c'est ce que vous allez savoir à la lecture de l'ouvrage de Madame Mounia, Passion en tumulte, je le rappelle, aux éditions Naït. À un moment donné, je me suis réellement posé la question, parce qu'il y a également un autre ouvrage qui a pour titre Contes et légendes d'Al-Qantala. Comment est-ce qu'on peut passer de la souffrance, de la violence, de la mort, à la sérénité, à un monde imaginaire et magique? Très facilement. Justement, je voulais, après ce roman, me reposer un peu. Et ce qui m'a poussée à écrire ces contes, c'est quand... justement, quand j'assistais aux différentes ventes dédicaces et tout, au cours du SILA, je voyais les mamans qui demandaient des livres pour enfants, justement, et c'était toujours les mêmes, il y avait toujours les mêmes. Blanche-Neige et les 7 nains, Le petit chaperon rouge. Alors je me suis dit... Dans notre terroir, nous avons tellement de beaux... Moi, j'ai été bercée dans mon enfance par des contes tellement beaux, tellement enrichissants, parce qu'il y a toujours une leçon de morale dans nos contes, toujours, que je me suis mise à les écrire et à les reprendre. Donc, Passion en tumulte, votre roman, je le rappelle encore une fois, et puis les contes et légendes d'Al-Qantala chez les bons libraires. Question-réaction, cultureclub@untv.dz. Je vous avais parlé de nomadisme, de voyage, il en sera également question cette fois-ci, mais à travers le regard d'une plasticienne, une véritable nomade des temps modernes. Je vous avais parlé d'Ibn Battuta, qui lui était un grand voyageur, et je vous conseille, et vous somme d'aller lire ces voyages d'une beauté extrême. On part
souvent de Christophe Colomb, mais pratiquement jamais d'Ibn Battuta. Serait-elle, comment dire, dans cette réflexion, dans cette approche-là? Eh bien, elle va tout de suite répondre à nos questions. Bonsoir, Samia Askenazan. Bonsoir, je vous sentais très ému à l'écoute du discours de Madame Zakia Gawaou. Oui, c'est des histoires. La confrontation de l'amour, de la mort, c'est un fil invisible très fin, oui, très fin et très émouvant d'entendre ce genre de témoignage. Oui, et l'amour, donc justement, la rencontre, la confrontation d'idées, les nouvelles expériences vous ont conduit donc justement à Dar el-Kenz pour cette exposition qui s'appelle Safar. On est réellement dans une réflexion très spirituelle et très mystique, me tromperais-je? Oui, on est dans un parcours initiatique, dans une quête profonde et personnelle. Mais vous avez toujours été, à mon humble avis, là-dedans. C'est-à-dire, j'ai eu du plaisir à voir l'une de vos expositions il y a un peu plus de, je pense, 10 ans de cela, au CCA, au Centre culturel algérien. Vous aviez exposé Anaphase, je pense, cette thématique-là. Et vous avez également été dans cette réalisation de l'élévation. Oui, je crois que j'ai toujours été dans ce monde, dans ce monde, dans cet univers-là, qui m'interpelle, qui me parle, et plus j'avance dans le temps, et plus je rentre au plus profond de moi à la recherche de ce qui y fermente. On est réellement dans la quête initiatique. On est dans la quête, complètement. Oui. Mais je crois que le peintre est dans la quête, parce que on peint avec ses tripes. Oui. On peint avec ses émotions. On ne peint pas avec la tête. Enfin, à mon avis. La quête spirituelle, le retour sur soi et le repli parfois sur soi également. Oui, oui, complètement. Oui. Moi, je commence mon safar quand je rentre dans mon atelier et que j'éteins la lumière et que j'allume une bougie. Je travaille souvent la nuit et à la lumière de la bougie. Donc, je suis complètement dans un univers autre que l'univers de la vie de tous les jours. Ces œuvres sont le fruit de longues nuits blanches où elle tente de réveiller son métier de peintre et de vaincre l'engourdissement d'essence de pratiquement 20 ans d'hibernation. C'est ce que disait de vous lors de cette exposition au Centre culturel algérien de Paris. Et j'ai comme l'impression que vous êtes réellement dans cela aujourd'hui encore, Samia Askenazan. Toujours, je pense. Je pense que je suis tombée dedans toute petite et je continue ma quête. La quête spirituelle, les scènes traditionnelles et patrimoniales ont souvent également habité vos univers et vos esprits. Est-ce que vous êtes dans une forme de détachement aujourd'hui par rapport à tout ce qui a été fait il y a une dizaine, une vingtaine d'années, ou c'est un peu votre signature et vos univers qui vous ressemblent le plus? Dans le détachement, c'est-à-dire plus on avance, plus ce qui a été produit, ce qui a été fait, est éliminé, est évacué. Donc on continue et plus on vide et plus on arrive dans le dénuement, dans le léger. Cette légèreté de l'être. Cette légèreté de l'être. Et ce qui est étrange, je travaille beaucoup au bitume. Le bitume venant de l'entraille de la terre et qui porte en lui l'histoire, la trace et la mémoire du monde, de la cellule du microcosme au macrocosme. Ouais. Et le bitume s'est imposé à moi. J'ai commencé à le travailler quand j'étais déjà étudiante à l'école des Beaux-Arts. Et je le triture et je le mélange et je le malaxe et nous nous battons entre nous pour le sublimer. Et il sublime la couleur et la lumière. On parlait de cette quête spirituelle, mais également de ce voyage initiatique. Les grands espaces ont souvent habité également vos univers. C'est une façon à vous de restituer tout ce que vous ressentez, vous qui avez quitté la France à un moment donné pour aujourd'hui vous réfugier dans la région du Grand Sud, à Tamanrasset plus précisément. Ces grands espaces vous parlent-ils encore et toujours? Complètement, et de plus en plus. Et de plus en plus. Ces grands espaces qui semblent être vides, on dit le désert est vide, mais le désert est plein de vie, plein d'émanations. Et des émanations venant de
de l'au-delà parfois même. Et on est en contact, on est en connexion, on est en osmose quand on se vide de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a vécu. Dans un détachement total et absolu. Dans un dénuement, oui. Ouais. Oui. Même si à un moment donné, vous avez été dans, si je me trompe, vous me rectifiez bien sûr, dans une forme de production douloureuse et tumultueuse. On parlait de passion en tumulte, patient, que dis-je, passion en tumulte, exactement. Mais vous aussi avez été à un moment donné dans votre parcours dans cela, Samia Eskenazen. Mais on est dedans. Quand on peint, on est dans ce parcours-là tumultueux, un peu douloureux. On enfante ce qu'il y a en nous et ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait mal, ce qui nous fait... c'est en allant dans l'obscurité qu'on trouve la lumière. Et oui. Alors, justement, à un moment donné, on parlait de safar. Et safar, ça n'est pas réellement le voyage initiatique. Vous me disiez que c'est d'abord et avant toute chose une forme de safari, de halte continuelle et perpétuelle durant lesquelles on se remet souvent en question. Complètement. Et plus on avance dans ce safari, plus on lâche du lest. Parce que justement, pour avancer, il faut être léger. Et léger, que ce soit des choses mentales qui nous perturbent, qui nous travaillent, qui remuent, et en même temps, comme une caravane. Une caravane, on va le plus léger possible pour avancer. Et en se détachant de tout ce qui est matériel. Complètement. Ouais. Pourquoi à un moment donné vous avez demandé à Mustapha Nedjaï, plasticien, auteur, je ne sais pas si vous l'avez approché dans le texte quand il avait écrit avec Abdelrahman Jelfaoui, Mustapha Nedjaï, de Nedjaï et Nedjaï une odyssée. Il avait entre autres écrit Memum Optimum, le regard de l'enfant dans la création, etc. À un moment donné, il a approché vos univers, il a entre autres signé le texte, le carton de présentation de cette exposition. Il dit de vous, elle se dit peintre d'instinct, elle fait passer dans sa peinture ce qu'elle ressent, faisant fi des courants artistiques reconnus et des opinions des autres. Cela ne vous intéresse pas du tout, Samia Eskenazen. Disons que ce n'est pas ma préoccupation. La vie de l'autre, certes, est nécessaire, mais il ne me préoccupe pas quand je travaille. C'est pas ma priorité, ce n'est même pas ma réflexion, et surtout pas, ni aucun courant ne m'interpelle, surtout aucune influence. Restez dans l'authentique. Mais souvent, vous nous poussez au questionnement et à la réflexion. Mais oui, je vous emmène en voyage. Exactement ça. Oui. C'est ce qui nous interpelle, ou du moins nous saute aux yeux dès le premier regard. Le questionnement, toujours et encore, la remise en question, la quête, la spiritualité, l'élévation, le détachement et le safar toujours et encore. C'est comment dire une grande aventure humaine sans aucune... La vie est une aventure humaine. La vie est parsemée de surprises, d'aventures, et c'est à nous de scruter et d'en retirer l'essentiel, l'essence même de la vie. Là, c'est un discours pictural, spirituel ou philosophique, hein? Samia Eskenazen. Les trois oui, vous êtes réellement en même temps. Comme dirait un ami, une image qui ne pose pas de questionnement n'est pas une image qui en vaille la peine. Chaque image doit pousser à l'interrogation, interpeller. Ouais. D'ailleurs, pendant son exposition, là, qui est encore en cours... c'est jusqu'à la première semaine du mois de décembre. Oui, et on se pose, les gens qui étaient là se sont posés des questions, me posent des questions, mais j'avais dit, mais à vous de trouver la réponse, parce que allez voir le peintre, elle va vous dire la même chose. Chacun voit le tableau à sa manière. Mais elle nous oblige à scruter, à transpercer ce fameux mystère dont parlait bien sûr Mustapha Nedjaï. À se poser des questions, et puis quelquefois vous trouvez la réponse, quelquefois vous ne la trouvez pas. Mais en tout cas, on est interpellé et on s'accroche, parce qu'on veut comprendre, on veut comprendre. Et quand on lui pose la question, elle me dit, mais à vous de voir
ce que vous voulez sur ce tableau. Moi, je n'ai rien à vous dire. Moi, j'ai sorti ce que j'avais. Maintenant, à vous de l'interpréter. Et c'est pour ça que c'est une exposition vraiment très, très intéressante, particulière, parce que quand même... Parce que réalisée dans le désert, Samia Askenazen Où est-ce qu'on est réellement dans cette forme de nomadisme entre l'Algérie, la France et les régions du voyage en général, le voyage en général nourrit mon travail. Donc le travail a été fait un peu à Paris, un peu dans le sud, un peu à Alger. Donc le lieu n'importe peu. C'est l'espace, il est en soi. À nous de le faire ressurgir. Alors le détachement, oui, de la matière, oui, mais particulièrement, et jamais des régions du Grand Sud, impossible. Aujourd'hui, le Sud vous habite, le lieu de toutes les révélations. Oui, ben oui. Impossible. Oui, non, impossible. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'y avoir vécu... Depuis toujours. Je suis dans mon élément et là, quand je viens à Alger, j'ai hâte de repartir. Oui. J'ai hâte de repartir, de retrouver mes grands espaces et toutes ces couleurs et toute cette vie autour. Alors, en prenant juste un peu de distance, n'oubliez pas question-réaction, cultureclub@tv.dz, que dis-je, on parlait de destin et de... Voilà, exactement, depuis le début de dessin et de destin. De l'émission. Entre anaphase, n'y a-t-il pas une forme, c'est juste la question d'un grand curieux, de ce que vous avez eu à produire au Centre culturel algérien il y a de cela presque une dizaine d'années, et aujourd'hui il y a comme un fil invisible, c'est du moins comme ça que j'ai perçu l'exposition de Paris et celle qui est exposée en ce moment même à la galerie d'Al-Kenz. Tout à fait. Le travail a commencé en 2008-2009 et il se poursuit. Ça a démarré à ce moment-là et la quête continue, le voyage, le safar continue. Une forme de trilogie et elle est même parfois même au-delà. Et avec cette distance-là, je reviens sur la distance, quel regard vous portez sur ces réalisations des années 90 à celle d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un chamboulement total dans l'esprit, dans la pensée, dans la réalisation et dans l'approche plastique? Pour celles qui ne vous connaîtraient peut-être pas, Samia Askenazen. Alors dans l'approche, j'ai perdu le fil. Oui. Mais il y a un fil conducteur, sans aucun doute. On vous retrouve tout le temps et encore. Hein. Dans le geste mesuré, dans les bordures maîtrisées. Je parlais de ces scènes traditionnelles que nous retrouvons dans cette exposition. Les images rapportées par notre ami et collègue, je le rappelle encore une fois, de Bonjour d'Algérie, notre ami Nassiba Jaidi. Les scènes traditionnelles et surtout patrimoniales. Vous êtes également aujourd'hui dans cette forme de transmission. Oui, complètement. Et de retour aux sources. Dans le sens le plus large, le plus vaste. On a notre identité, l'identité, elle est universelle. Je ne me veux pas... Mais elle ne s'explique pas, j'ai l'impression. Absolument. Elle ne s'explique pas. Elle se donne à voir. Tout à fait. Ouais. Et elle se ressent de l'intérieur. Alors si vous avez envie d'approcher ces univers, je vous conseille d'y aller, ça va se poursuivre jusqu'à la première semaine du mois de décembre, c'est à Dar el-Kenz, et d'ici je vois le regard de Leyda Domaz voulant arracher la parole à l'animateur que je suis pour poser peut-être une question à l'invité. Leyda Domaz. Une question très, très rapide, parce que l'expérience du Sud, je la connais, je la vis toujours. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Moi, quand je vais dans le Grand Sud, je me sens dans une ambiance feutale. Est-ce que c'est le cas pour vous? Il y a de ça, oui, effectivement. Pourtant, il y a du sable. Et pourtant, c'est vaste, c'est grand. Que du sable. Mais on se sent dans une bulle dans une bulle feutale, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà. C'est une approche également, je le disais, surtout spirituelle. C'est une chose extraordinaire. On parlait des lieux de toutes les révélations depuis le début de l'humanité jusqu'à ce jour. Le désert vous parle quelle langue? Il ne me parle pas une langue. Si, c'est là. Il me parle. Il n'a pas de langue. C'est un être. Hein. Il parle l'universel. Oui. Il parle le cœur, il parle les tripes, il parle l'intérieur.
Et ça s'appelle Safar, je vous le rappelle. C'est la langue du silence. Tout à fait. C'est la langue du silence, le désert. Zahia Glimi. Oui, écoutez, en tout cas, moi, en 22 ans quand même d'expérience, ça fait quand même, la galerie va fêter ses 22 ans, donc j'ai vu passer beaucoup de peintres au niveau de la galerie. Moindres, hein. Et je vous assure, c'est vraiment exceptionnel et je n'ai jamais vu entre les peintres, bon, les peintres d'Algérie, parce que je travaille avec les peintres quand même de toutes les régions, donc j'ai vu beaucoup de choses, mais rien, aucun ne ressemble, ni de près ni de loin, à ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, les peintres qui étaient là pour le vernissage, et les plus grands peintres, ceux qui vivent en tout cas sur Alger, ils étaient tous là, dont Nedjaï, Bourdil, ben ils Sergoua étaient... et tant d'autres. Oui, Sergoua, Karim, mais émerveillés. Et moi, ça m'a fait très plaisir, parce que souvent, les peintres ne montrent pas toujours la beauté des œuvres du peintre qui expose. Au contraire, ils voient surtout les défauts. Ouais. Parce qu'ils me font les remarques. Mais la presse a parlé de 2 expositions en ce moment. Elle a parlé de 2 expositions, faut-il le rappeler. Il était avec nous pas plus tard que la semaine dernière. Il s'agit de Al-Sri Larbi et de Samia Skenazan. 2 expositions à ne rater sous aucun prétexte. Alors, il faut quand même mentionner que Al-Sri Larbi expose à l'espace Espaco, voilà, à Draria. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment une exposition à voir aussi, parce qu'il est assez exceptionnel et il ne fait pas souvent des expos. Il fait tellement de choses, je ne sais pas comment il trouve le temps de peindre. Oui. C'est vrai, parce que... Zahia Glimi, mais rares sont les fois où vous avez exposé un artiste. Vous exposiez, il y a quelques semaines de cela, le salon d'automne. Oui, ils étaient 24. Une pléiade de toute l'Algérie, mais des grands peintres et des peintres moins grands. Je ne vais pas dire des petits peintres, mais... donc, vraiment, c'est un mélange... On parle de volume. Magnifique. La variété, et surtout donner aussi la chance aux jeunes qui ne sont pas connus du tout d'exposer avec des grands... Parlez-moi de... qui commence à peindre. C'est Madame Mounia. Mais il y en a beaucoup qui se mettent à la peinture quand ils prennent, surtout les femmes, quand elles prennent leur retraite, c'est là où elles se mettent à peindre. En prenant des cours ou en peignant tout simplement seul. Et j'en reçois qui viennent me demander mon avis sur leur travail. Quelquefois, c'est très difficile de répondre. Je dis, c'est pas mal, il faut continuer. Certains peintres disaient en ces termes-là, la peinture de Samia Skenazan était un véritable éblouissement. Parlez-moi de votre regard, à vous, en tant que galeriste. Franchement, je n'ai pas eu un peintre qui a fait ce travail et qui aussi a étonné beaucoup de gens. Et puis, les gens se posaient beaucoup de questions sur ce travail. Parce qu'en général, quand ils viennent, ils regardent, ils aiment ou ils n'aiment pas. Bon, mais c'est pas la même peinture. Mais elle, c'était des questions et on m'en posait. Et qu'est-ce que je faisais? Je les envoyais vers l'artiste. Je leur disais, écoutez, je crois qu'elle est mieux placée que moi pour vous en parler. Mais il faut accepter sa peinture telle qu'elle est et ne pas essayer de chercher pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qu'elle a voulu dire en faisant. Oui, il faut l'accepter et il faut essayer de rentrer dedans. Et je crois que c'est la meilleure chose. Parlez-moi de ces questions, justement, que vous ont... Les questions récurrentes de ce public curieux des réalisations de Samia Skenazan pendant le vernissage et même après. Les questions sont souvent « qu'est-ce que tu veux représenter ?» Moi, je leur dis, je les invite... On en est encore là aujourd'hui? Oui, on en est encore là. Donc, je les invite à aller observer et aller se promener dans la toile. Même si vos œuvres vous s'échappent à un moment donné. Tout à fait, oui. Elles ne nous à partir du moment où elles sortent, elles ne sont plus à vous. Et puis de la technique. Alors ça, c'est ma petite cuisine, ma petite... C'est un secret. C'est un secret. Et je me sens parfois un peu alchimiste, parce que vous avez de la matière brute et à vous de la travailler. Il faut savoir faire les mélanges, ce qui n'est pas évident du tout. Donc pas la peine d'essayer de vous enfermer, j'allais pratiquement dire, dans un style, dans un genre, faisant référence à un maître, voire même à une école. Pas du tout. C'est juste du Samia Skenazan. Tout simplement. Voilà. Qui en 1986 de l'école des Beaux-Arts d'Alger. Tout à fait. Une école que vous visitez, une jeune génération que vous orientez, que vous surveillez même de loin. Que j'observe, oui. Que je vois évoluer. Et l'école des Beaux-Arts étant
un petit peu mon petit chez moi, puisque votre refuge. J'étais la voisine. Donc à l'époque, j'allais aux Beaux-Arts, j'attendais la cloche de l'école pour sauter le grillage et aller en cours. Alors, il y avait juste un grillage entre. On m'a souvent parlé de vous, je peux vous le dire. Une certaine Khéla Slimani qui me racontait cette anecdote-là. Je vous le promets, c'est une exposition à voir absolument si vous êtes de passage à Alger. Ça s'appelle donc Safar, la nomade des temps modernes, a pour nom Samia Skenazan. C'est vrai que à travers, depuis la reprise, Zahia Glimi, deux grandes expositions. D'abord le salon du petit format, le salon d'automne du petit format. Et aujourd'hui, un très beau salon. Hein. Il y avait quand même 130 tableaux. Oui. Bon, comme c'est du petit format, donc on a pu en mettre beaucoup. Mais l'exposition de Samia, il y a quand même 82 tableaux. Donc son exposition. La moisson de plusieurs années de mais réalisation. C'était un petit peu en deux parties, une petite partie et une grande partie. Mais elle est mieux placée que moi pour en parler. Oui. Le fait qu'il y ait des grands formats. Les grands espaces qu'il habite et lui ressemblent. Oui, et puis, comme le désert. Oui, et en fait. Un désert qui nous interpelle. En général, quand je fais une exposition, je fais toujours un rappel de l'exposition précédente. Dans le lieu, enfin la ville ou le pays dans lequel j'expose. Et là, en l'occurrence, c'était des grands formats que j'avais exposés en 2006 à Alger. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu, c'est loin et en même temps tout près. Donc ces grands formats, ce n'est qu'une continuité du travail. On me dit ah c'est différent, mais oui c'est différent. On évolue, on avance. Mais on retrouve un fil conducteur dans le. Tout à fait. Que ce soit c'est pour ça que je faisais référence à l'exposition. C'était très intéressant, tout à fait. Justement les deux. Tout à fait. Ouais. L'exposition est en croix. De dialogue et d'écho entre ce que vous avez fait. Absolument. Donc je me suis point trompé sur ce que je vous disais. Question réaction cultureclub@20tv.dz. Merci. Vous parlez de Safar. En tout cas, je tenais à vous remercier d'avoir fait une halte sur notre plateau. Vous qui êtes habité par les régions du Grand Sud. Ça a été presque une forme de souffrance, mais positive, hein, de rester une semaine sur... Le plateau est vaste, alors ça va. Merci beaucoup, Samia Skenazan. Je vous l'annonçais au sommaire de l'émission, il y a aujourd'hui exactement 40 ans que le maître incontesté et incontestable, cardinal de la chanson algérienne, Chaabi, El Hadj Mohamed El Anqa, nous a quittés. Que reste-t-il réellement de ses univers, de sa musique? Reda Doumaz disait dans un texte que je vous avais lu en début d'émission, 40 ans après votre disparition, des écrivaillons, rimaillants, flibustiers, culturels de tous bords s'évertuent à nous convaincre qu'ils vous connaissent et vous cernent sous tous les angles. Et j'ai réellement l'impression, Reda Doumaz, je parlais de résonance avec Samia Skenazan à l'instant, et quand on écoute par exemple le testament de l'Hajj Mohamed El Anqa, subhanallah yartif, un réquisitoire, je le disais, un véritable brûlot contre cette société qui ne veut pas s'ouvrir, cette société qui est restée enfermée, qui est toujours en quête d'identité, souvent meurtrière, mais également de repères. Et cette lettre-là, d'outre-tombe, que vous avez adressée au maître, vous lui parliez, mais vous lui donniez également une image pas du tout réluisante de ce qu'est aujourd'hui le Chaabi. Ben oui, le constat est là. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de l'œuvre de l'Anqa? Il reste ses enregistrements, il reste... quelques personnages qui se disent élèves du cheikh. C'est une grande chance qu'ils ont eue. Il reste un festival national du Chaabi qui a disparu depuis 2 ans. Il est institutionnalisé, mais je ne sais pas où ça en est. Apparemment, ça fait 2 ans, on n'entend plus parler. À travers ce festival, on a gagné quoi? On a gagné quelques voix qui imitent piètrement soit l'Anqa, soit Marzaï, soit Grouabi. Ils prennent le premier prix, ensuite ils disparaissent. Mais par exemple, à côté, l'Anqa qui n'évolue pas tout seul, il avait de grands musiciens avec lui. Mais lui était également décrié à son époque. Oui, lui qui a révolutionné à son Chaabi dans les années 50 et 60. Ses maîtres se sont même retournés contre lui. Reda Doumaz. L'innovation a commencé par lui. Il n'a pas eu ses maîtres contre lui. Il a eu ses pairs. Ses pairs qui ne partageaient pas non plus son point de vue. Qui n'avaient pas les moyens intellectuels et artistiques. Vous êtes encore plus dur que le Hajj Mohamed El Anqa. Non, ce que je voulais dire, c'est que lui, il n'évoluait pas tout seul.
Il y avait des musiciens avec lui. Oui. Eh ben, de ce festival national-là, on a gagné entre guillemets, quelques voix qui font dans le psittacisme tellement décrié par le cheikh. On leur donne un très dur prix. quand vous parlez de psittacisme. Oui, c'est le mot. C'est répété comme un c'est le mot poétique de perroquisme. C'est terrible. Hein, ah non, mais c'est vrai, c'est la preuve. Il faut qu'on se dise la vérité, Barakat. Même le président de la République nous dit dites la vérité. Je dis ce que je pense, je dis la vérité. Voilà. Mais par exemple, mais il y a des héritiers de Hajj qui ne sont pas, comme vous le dites, tellement répétés souvent dans le psittacisme. Non, les héritiers, si vous voulez parler de ces enfants, je respecte leur non, dans l'esprit, je ne parle pas des enfants de l'Anqa. Oui. Je parle de ceux qui sont réellement dans l'esprit Anqaoui, dans l'école Anqaoui. L'esprit Anqaoui, est-ce que c'est chanter la même chose que l'Anqa en essayant de mettre dessus sa voix? Non, pas du tout, je ne vous ai pas dit. Parce mais on laisse de côté les règles que l'Anqa a inventées pour pérenniser ce genre et lui donner une place dans la société, et on ne voit pas les choses arriver. Alors dans votre lettre, donc justement d'outre-tombe, je le disais, au maître El Hajj Mohamed Lanqa, n'oubliez pas, question-réaction, cultureclub@20tv.dz, vous n'avez réellement pas été par le dos de la cuillère quand vous parlez des artistes ratés qui sont structurés en jury devant une jeunesse qui se réclame de votre esprit et qui ne comprend toujours pas avec quelle science elle est départie lors de ces différentes performances. Écoute mon ami, je le dis tôt, quand on parle de jury, ça veut dire qu'il y a une science derrière, subhanallah l'azim. Quand vous mettez un jury composé par des gens qui n'ont aucune science, qui n'ont pas réussi eux-mêmes en tant qu'artistes, qu'est-ce qu'on va attendre de ces gens? Mais donc la question qui s'impose aujourd'hui, que reste-t-il de l'esprit, que reste-t-il de l'Hajj Mohamed Lanqa, 40 ans depuis sa disparition? Vous vous revendiquez de cette école, justement. Moi, je me revendique à Anqaoui. Oui. Mais pas dans l'imitation de sa voix, dans sa démarche. Mais comment est-ce que vous définiriez dans ces conditions-là l'esprit Anqaoui Rida Domaz? L'esprit Anqaoui. Qu'est-ce que l'esprit, le fait de le définir, ça serait peut-être également l'enfermer, non? L'esprit Anqaoui. L'esprit Anqaoui. Par exemple, est-ce que le grand public sait que le seul artiste qui a écrit une petite chanson, qui a écrit une petite qsida sur les événements de 1936 qui se sont passés à Constantine, quand il y a eu ce que les Israélites appellent le pogrom de Constantine, moi je dis les échauffourées de Constantine, c'est le seul, et je défie quiconque, ni les Constantinois, ni les Oraniens, il n'y a que l'Anqa qui a écrit quelque chose sur ça. C'était un intellectuel, contrairement... En 36. On a même essayé de l'enfermer dans un style Anqa sans plus. Et c'est à partir de cette chanson que ces problèmes avec les RG de la France coloniale ont commencé. Arrêtons. Mais on n'oubliera jamais sa longue interview avec Kateb Yassine. Avec Kateb Yassine, bien sûr. Alors attendez, parce que comme il nous reste moins de 7 minutes avant la fin de l'émission, on parle de douleur. On parlait de douleur depuis le début de l'émission. À un moment donné, vous dites toujours dans votre lettre d'outre-tombe, Rida Domaz, vous dites la douleur, vous lui parlez, hein, on a réellement l'impression qu'il vous écoute aujourd'hui, vous lui parlez, vous avez bien sûr tous les droits. Vous dites, la douleur dans l'âme, nous nous consolons en vous écoutant encore et encore, en rêvant des jours meilleurs, et qui ne seront que plus beaux pour le Sha'bi. Et dans l'attente, daignez au Cheikhouna accepter de ma part l'appellation d'Al-Qutb, le pôle, car je ne suis pas le seul à croire qu'elle vous sied à merveille. Les Kateb Yassine, Mouloud Mamri, Senak, Mohamed Issikhan, Dahmal Harashi, Kelsoum, Mouhel Sghir, Dahman Ben Achour, Rachid Nouni, Sadq Aïsset, El Hajj, Gerwabi, Bachir Hajj Ali le savait déjà. Oui, exactement. Au Cheikhouna repose en paix, mais à aucun moment je lis le nom d'un artiste encore vivant aujourd'hui. Macache. Tout ce beau monde, vous êtes là aujourd'hui, les Domaz. C'est rien. Moi, non, mais attendez, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Oui, mais bon, nous avons également le droit de vous rendre hommage. La preuve. J'essaie de poser le problème. Il y a eu 2 ou 3 ministres à qui j'ai posé le problème, ils n'ont pas voulu m'entendre. Peut-être que les prochains ministres vont nous écouter. Si vous avez parlé à un moment donné à travers un petit bout de femme qui a compris très vite l'ampleur de votre legs en lui accordant un... Elle a compris, mais en Badaté, elle s'est trompée de porte, c'est tout. Elle s'est trompée de porte, elle s'est trompée de trucs. Bon, mais au moins, elle a ce mérite
d'avoir institutionnalisé le Chabi comme étant un genre national. Maintenant, est-ce que quelqu'un a démontré que c'est vraiment un genre national? Mais j'ai comme l'impression, je ne sais pas, mais si je me trompe, encore une fois, vous me rectifiez, vous aussi. Il ne s'agit pas de le dire. Mais attendez, vous aussi sur cultureclub@1tv.dz. Mais est-ce que, par exemple, quand on jette un petit coup d'œil au rétroviseur de votre carrière, Reda Doumas, qui a commencé à la fin des années 80, quand on écoute par exemple Lotfiya, quand on écoute l'Atlal, quand on écoute Maloutni, quand on écoute Yachari Dalla, mais il y a une forme d'amertume également dans votre approche d'écriture et même d'interprétation. C'est presque une forme d'avertissement. Oui. Aux flibustiers dont vous parliez, aux écrivaillons. Oui. Même l'Anqa les décriait. Oui. Même l'Anqa de son vivant les décriait. À travers tout son registre, tout son répertoire, il décrit la malfaçon, il décrit l'usurpation, il décrit l'amour, il décrit la passion, il décrit la beauté de la nature, mais avec amour. Qu'est-ce qui m'interdirait, moi, de m'inscrire dans l'école Anqaoui avec cet esprit? Chauffe. On a parlé du pogrom de Constantine. Dans la démarche de l'Anqa, l'Anqa s'est permis de visiter le Mahjouz, qui est typiquement constantinois. Il a bien chanté Qalou l'Arab Qalou. Ouais. Hein? C'est un texte qui n'est pas algérois, qui n'est pas... Qui a été repris des années plus tard par un homme de théâtre d'une grande valeur, extraordinaire. Ouais. Un poids extraordinaire. D'où le nationalisme, d'où l'appartenance de l'Anqa à toute cette Algérie. Quel serait le regard aujourd'hui de l'Hajj Mohamed l'Anqa 40 ans après sur, entre parenthèses, l'évolution du style de Chabi? Reda Doumas, on aimerait bien vous écouter parce qu'il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous allez nous chanter? Juste une petite illustration. Oui. L'illustration, tu as la démarche Anqa, l'ouverture. L'Anqa s'est approprié tous les beaux textes, tous les textes qu'il a jugés beaux. Et vous êtes réellement dans cette approche aujourd'hui? Bien sûr, toujours, depuis toujours. Moi, j'ai compris son l'esprit de Oustaddar. Oustaddar, tout ça. Kauthar من وسط الدار. Nectar de la triomphe. Donc, l'Anqa, tous les rythmes, il s'est approprié tous les rythmes. Les sonorités qu'on connaît aujourd'hui, c'était pas... Il y a des gens qui s'évertuent à nous faire croire que l'Anqa a continué à chanter comme Nador. C'est faux, archi faux. Moi, je pense que l'album qui lui ressemble le plus, quand vous en parlez, Reda Doumas, ça reste l'Atlal. Vous avez essayé de restituer, encore une fois, ces vestiges. La sonorité d'abord, de ces studios radio des années 60, fin des années 60 et début des années 70. Dans ma démarche, un beau texte qui traite du devenir, l'Aqouba. Et votre livre, madame, ça m'a donné à réfléchir terrible. Là, Inch'Allah. L'Aqouba, le devenir. Hadak Nabil Hadak. Aqoubtou yadra kifesh tkoun. Et vous lui disiez, votre compagnie pour les passionnés est un havre de paix pour leurs âmes. N'était-ce l'adversité qui s'ingère avec toutes les vicissitudes, provoquant délire, errance, détachement et meurtrissure? Nous vous écoutons, Cheikh Reda Doumas. Donc voilà, un texte très beau qui est écrit par c'est un vieux texte quand même, hein, qui nous vient d'Oran, de Cheikh Belwarani, qui a été chanté par Blaoui El Houari. Tout à fait, exactement. Par Blaoui El Houari. C'est ce que moi, j'en ai fait mien dans un esprit anqaoui. J'ai pris, il y a une vieille chanson à l'Anqa. À partir de là, j'ai développé et ça a donné l'Aqouba. Voilà. لو كانت زيان العقوبة الصغر يفوت كي المنام الزين ومحاسن والعجوبة تبقى للشيب والعدام الزين ومحاسن والعجوبة تبقى للشيب والعدام وين الأيام المحبوبة وين الأيام المحبوبة منين كان السعد مستقام
الكنز ينحل غير نوبة وانا حسبتو على الزمان. الكنز ينحل غير نوبة وانا حسبتو على الدوام. السوايع تجري مزروبة، السوايع تجري مزروبة، ضاعت في الزهو والغرام. مقعور الكف والجيوبة يبقى عايش في الندام. مقعور الكف والجيوبة يبقى عايش في الندام. لو كان زيان العقوبة يا لو كانت زيان العقوبة، الصغر يفوت كي المنام. الزين ومحاسن وعجوبة تبقى للشيب والعدام. زين ومحاسن وعجوبة تبقى للشيب والعدام. نسألك يا الله توبة، نسألك يا الله توبة، فرجنا من ذي الظلام. من شأن الدنيا المعيوبة ما بقى عهد في ذا الزمان. من شأن الدنيا المقلوبة ما بقى عهد في ذا الزمان. يا لو كانت زيان العقوبة، يا لو كانت زيان العقوبة، الصغر يفوت كي المنام. الزين ومحاسن والعجوبة تبقى للشيب والعدام. الزين والمحاسن وعجوبة تبقى للشيب والعدام. Cheikh Mohamed Lanka, il y a 40 ans, qui nous a quittés. Voilà, son esprit est toujours là. Merci beaucoup, Cheikh Reda Domaz. الأغنية هذه تفكر الجمهور في البذر حاجته قضاها. البذر حاجته قضاها والمستهزي راح تيامو يحسرها. Merci beaucoup, Cheikh Reda Domaz. Voilà, donc ces passions, ces débats, ces confrontations d'idées nous ont encore réunis ce soir sur ce même plateau. Je ne pouvais pas vous quitter sans lire juste un dernier petit passage, me dit le réalisateur, mais très court, de l'ouvrage de Madame Mounia, Passion, tumulte, son roman, je le rappelle, aux éditions Naït. C'est la lettre que vous a adressée le docteur Ammar Raïb, qui vous dit en ces termes-là: Madame Mounia nous fait explorer les méandres de l'amour, du désir, des ruptures, les maladies sans destin incertain, avec une volonté sans œillère pour comprendre la douleur d'autrui. Chemin faisant, Madame Mounia nous prend par la main avec un verbe doux, compréhensible, même pour un désespéré. Parfois même, c'est un cri de son velouté, décrispant, le non dit avec une description sociale vraie, sans détour, une progéniture d'idées fécondes, refusant la défaite de l'amour. Elle se cramponne à la vie, recherchant perpétuellement une main tendue, laquelle parfois peut être assassine. Voilà, Passion en tumulte, je vous le conseille vivement, c'est en vente libre chez les bons libraires. Je peux juste ajouter quelque chose? Mais bien sûr, avec un grand plaisir. Docteur Laïb, c'est un chirurgien plasticien qui a fait énormément de réparations mammaires. Oui. Donc il connaissait beaucoup les femmes et la souffrance des femmes qui ont subi une ablation du sein. Alors, l'amour, la passion, la douleur, la violence, le rejet, l'abandon, tout ça s'entrecroise et donne naissance à plus de 300 pages que nous sommes venus partager avec vous ce soir. Un grand merci, Zakia Gawaou. Merci. Voilà, Madame Mounia, on a eu du plaisir à vous lire pendant de longues années dans la presse nationale. J'espère que vous allez bientôt nous revoir.
Je le rappelle, les différents espaces virtuels, donc Canal Algérie sur Facebook, mais également sur YouTube. Canal Algérie, que pourrais-je vous souhaiter sur la toile? Exactement, la génération 2.0. Samia Skenazen. Que la nuit vienne reposer nos esprits, parfois si tourmentés. À la semaine prochaine. Merci mesdames, merci messieurs, merci à vous. À la semaine prochaine.